expliquerai après ce que c'est les biais cognitifs. Avant, je vais faire une petite intro tranquillou. Ok, on a fait le talk avec Mathilde sur les biais cognitifs, donc qui arrache Mathilde aussi. Pourquoi on parle des biais cognitifs Les biais cognitifs, c'est lié à toutes les questions de diversité. Et pourquoi on se pose la question maintenant, c'est que en fait, la part des femmes dans la tech est en chute libre depuis les années 80. Ce qui fait qu'on voit dans les vidéos, dans les années 70, la part des femmes dans tous les milieux scientifiques, même dans le droit, etc., commence à monter. Et dans les années 80, l'informatique a commencé à sortir. Et ça a été marketisé pour les garçons, alors que les filles, du coup, restaient pour les Barbies. Et là, du coup, la part des filles dans la tech a chuté drastiquement. Le fait d'éduquer directement les garçons dès plus jeune âge, ça a formaté les esprits en disant la tech, le développement ou l'informatique, c'est pour les garçons, pas pour les filles. Et du coup, ce qui fait qu'on arrive à des statistiques au niveau des femmes qui sont plutôt bas. À TIS, on a quoi, 60-80 devs, il y a 0 femmes en dev. Quoi. Voilà. Donc franchement, c'est dommage, quoi. C'est dommage juste parce que l'informatique est sortie de diminuer ça. On essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ok, il y a 99%, enfin quasiment 100% de ce que notre cerveau fait qui est inconscient. Et dans cette partie-là, il y a les biais cognitifs. Ça fait beaucoup quand même. Ce qui veut dire que la vraie part de ce que l'on pense et que l'on réfléchit, ça ne reste plus beaucoup dans le pourcentage qui reste. On va faire un petit exercice pour vous faire une grosse introduction. Je vais afficher des mots. Je sais pas, ça va être mathématique, j'en sais rien. Il faut les lier si c'est féminin ou plutôt masculin. Donc, du coup, si c'est féminin, vous levez votre main à gauche. Si c'est masculin, vous levez votre main droite. Et vous dites féminin ou masculin. On commence ? On va pas être neutre ? Non, tu peux pas être neutre. Non, parce que normalement c'est pas neutre. Ça laisse pas au doute. Ok, c'est cool. On va changer un peu et on va ajouter des catégories différentes. Du coup, art ou science, c'est plutôt clair. On continue. Continue. Oh. Ok, c'est cool. On va changer un peu les choses. Bon, il en reste encore deux comme ça, vous inquiétez pas, ça va assez vite. Avec des catégories ou, enfin, des genre masculin ou science. Soit l'un, soit l'autre. Ça va vite, hein, vous inquiétez pas. Ça manque un peu de motivation. Ok, dernier truc. Du coup, on change la catégorie. Masculin avec art et féminin avec science. Vous allez voir, on va venir au but après. Ok. Ce que je viens de vous faire faire, c'est un test d'association implicite. Du coup, c'est un des biais cognitifs. Et c'est des chercheurs qui l'ont mis au point. Concrètement, d'après les résultats qui sont sortis, il y a 75% des personnes qui répondent, enfin qui font le test, qui sont plus rapides sur l'association science et homme et art et féminin. Ce qui veut quand même dire qu'on est formaté en disant les sciences c'est pour les hommes, et etc. Moi ça fait halluciner. Pourquoi je vous parle des biais cognitifs je crois que j'ai déjà fait un intro, mais je reviendrai après dessus, excusez-moi. Ok, qu'est-ce que c'est un biais cognitif? Cognitif, ça vient de tout ce qui est intelligence.
Donc, du coup, ça va être toute notre capacité à prendre des décisions et notre capacité à juger. Et du coup, les biais, c'est notre défaut de cette capacité-là. Donc, du coup, voilà, ça, c'est aussi pour toutes les questions de diversité. Diversité par rapport au sexe, par rapport à l'éducation, par rapport au milieu social, etc. C'est vraiment super large et les deux sont assez liés. Pour résumer, nous ne pensons pas comme nous pensons que nous pensons. Voilà, je vous laisse réfléchir, c'est un peu tordu comme phrase. Ok, il y a deux exemples de biais cognitifs qui sont plutôt clairs. Le premier, c'est une femme qui vient d'avoir un enfant, elle lui demande pourquoi tu travailles aussi tard, tu as envie d'avoir un bébé. Pourquoi elle n'aurait pas le droit de travailler tard? Parce qu'il y a le bébé qui dit que c'est pas son homme qui s'en occupe, ou enfin, il n'y a pas de raison qu'elle travaille tard et que les autres le fassent. C'est pas parce qu'elle a un bébé qu'elle doit rentrer, qu'elle doit s'en occuper, c'est pas parce que c'est une femme que c'est forcément elle qui s'en occupe. Deuxième, c'est la mère du mec. Ça se trouve, c'est une chercheuse en UX qui est ultra calée ou en informatique. Et enfin, personne nous dit que la mère elle est nulle en UX et du coup elle va pas arriver à se servir de l'interface qu'on va lui pondre. Ces deux exemples, c'est les biais cognitifs. Et je pense que, correctement, on a peut-être eu l'occasion de les dire ou d'y penser ou d'entendre quelqu'un y penser, alors qu'au bout du compte, c'est pas vrai, quoi. Il y a pensé dans sa vidéo sur les fausses pensées, qui a fait un truc qui est assez cool, qui a fait un exemple qui est assez bien. L'effet de conformisme. En 1951, le psychologue Solomon Asch réalise une expérience dont le but est de montrer l'influence de la pression sociale sur les individus. Et l'expérience est la suivante. On présente à un groupe de personnes 2 dessins. Sur un des dessins, il y a une seule ligne, et sur l'autre dessin, il y a 3 lignes qui sont numérotées, qui sont de longueur différente. Et on leur demande de dire successivement et à voix haute à chacun quelle est la ligne des 3 lignes numérotées qui fait la même longueur que la première. Sauf que voilà, en fait parmi les 7, 8 ou 9 personnes qui constituent le groupe, toutes sauf une sont des complices. Et après 2 ou 3 tours à donner des bonnes réponses, elles vont toutes se mettre à donner une mauvaise réponse, mais tous la même. C'est-à-dire que là c'est 2, ils vont tous dire 3, 3, 3, 3, 3, 3, et on arrive à notre sujet. Dans 37% des cas, plus d'un tiers des cas, les gens vont se conformer aux réponses fournies par le groupe. Ils donneront toujours la même réponse que le groupe, y compris quand ils savent pertinemment que c'est une mauvaise réponse. Et parmi eux, il y en a même qui vont se convaincre après coup que non, ils ont toujours donné la bonne réponse. Mais si parmi les complices, il y en a un seul qui continue de donner la bonne réponse, alors le vrai sujet ne se conformera plus avec le groupe que dans 5% des cas. Et si subitement ce partenaire se rallie au groupe et se met à donner les mêmes mauvaises réponses que lui, alors le sujet va se rallier au groupe aussi dans les mêmes proportions qu'initialement. Ajoutez donc les... Le test qu'il vient d'expliquer, c'est un biais cognitif qui est le conformisme. Alors, je suis dit, c'est bizarre quand même d'avoir un biais cognitif qui se corresponde à ça, c'est un peu l'effet mouton, entre guillemets, quoi. Alors du coup, je suis allé chercher sur Wikipédia, et non, effectivement, dans la liste des biais cognitifs, je ne vais pas vous les lister parce que c'est pas le but du meetup, mais dans la liste des biais cognitifs, sur ceux du jugement, etc., du raisonnement, de la personnalité, dans ceux sur la personnalité, il y a le conformisme. Enfin, voilà, c'est juste pour vous attirer l'attention, et c'est vraiment un biais qui est fait, et c'est pas parce qu'il y a dans un groupe, tout le monde pense que la solution A est la bonne, que la solution A est la bonne. Enfin, du coup, il faut vraiment remettre en question ce que les gens pensent et ce que l'on pense nous-mêmes aussi. Comment on peut éviter ces biais-là? Il n'y a pas de solution miracle qui, du jour au lendemain, va marcher. La meilleure façon, d'après ce que j'ai lu, c'est d'être au courant que tout le monde, et que nous-mêmes surtout, avons des biais cognitifs. Moi j'en ai, tout le monde, je pense que Alexandre en a, Lorraine en a, enfin voilà. Et tout le monde, on est au courant qu'on a des biais, on va pouvoir y penser quand on va, entre guillemets, penser à des choses qui sont plutôt relatives à des biais, et du coup il faudra les remettre en question, et il faudra y repenser. Et du coup, peut-être au bout du compte, c'est ce qu'on disait quand on était gamin, de tourner 7 fois la langue dans la bouche avant de commencer à parler. Peut-être au bout du compte, c'est peut-être une bonne idée qu'il faudrait faire avant d'être trop impulsif et de raconter des choses qui sont soit discriminantes, soit
de faire le mouton, etc. Il y a une simulation qui a été faite par Google sur l'impact, entre guillemets, c'est pas des biais cognitifs, mais c'est de la diversité du niveau 0, enfin du niveau 1 en termes d'échelle hiérarchique, jusqu'au niveau 8. Et donc c'est sur 50 hommes, 50 femmes. Chacun et chacune a de 0 à 100 chances de passer au niveau supérieur. Et donc du coup on voit que jusqu'à présent, si chacun a autant de chances de passer au niveau supérieur, tout le monde est égaux à la fin. Sauf que ils ont changé un peu les critères de base. Ils se sont dit, les hommes ils vont avoir 1% de chance en plus. Du coup les hommes ils vont avoir de 0 à 100 une chance de level up entre guillemets quoi. Et ce qui fait qu'au niveau top, donc au niveau des patrons, je sais pas, imaginons, on n'a plus que 35% de femmes qui sont à ce niveau-là. Moi, quand je vois ça, je me dis, putain, c'est ouf quand même. Ça veut dire que si y a une boîte qui se construit, une startup qui arrive, qui commence à se développer et qui ne réfléchit pas à cette diversité dès le début, comme Tids par exemple, on va se retrouver à avoir quasiment. Parce que là encore, c'est des trucs qui sont plutôt réalistes, mais je pense que en réalité, c'est beaucoup moins que ça. À avoir très peu de femmes au niveau management et au niveau supérieur, au niveau des MD, et même au niveau des débuts. Ce qui fait qu'il faut, même pour une startup qui vient d'être créée il y a 1 ou 2 ans, il faut penser à cette diversité-là. Et il faut penser dès le début, c'est pas réservé aux grosses boîtes style Google ou IBM, d'avoir des départements qui sont uniquement liés à la diversité. Il y a une autre stat qui est sympa aussi, sur tout ce qui est candidature. Pour une personne avec un prénom basique, style Alexandre, Nicolas, Benjamin, Hugo, on sait rien, il faut qu'il envoie 10 CV pour avoir un appel de l'entreprise. Et pour une personne avec un prénom plus oriental, entre guillemets, là s'il va l'appeler Youssef ou Makia ou Aladin, j'en sais rien, il va lui en falloir 15. Ce qui fait que c'est la discrimination et c'est aussi des biais. Parce que même si le mec il est pas raciste, il va moins vouloir en fait appeler les CV avec ces prénoms-là que les autres. Et du coup, c'est-à-dire que c'est vraiment inconscient ces choses-là. C'est ça qu'il faut essayer d'y penser, de les remettre en cause. Quel bénéfice ça peut avoir sur une entreprise entre autres? Ça va améliorer l'innovation de manière générale. Ça veut dire que s'il y a plus de femmes dans une entreprise, on va avoir 53% d'innovation en plus. C'est ouf. Ça veut dire que si Tiz, dès le début, il y avait 50% de femmes et 50% d'hommes, on aurait peut-être eu le temps de développer peut-être une fois et demie plus ce qu'on a fait aujourd'hui. On aurait peut-être su passer déjà Google et Facebook. Voilà, moi c'est mettre quand même en réflexion et c'est moi d'y penser vraiment de tous les jours, quoi. Le deuxième point, c'est au niveau de l'agilité. Qui dit qu'on a une équipe qui est plus diverse? Il y a un mec qui va venir d'Inde, qui vient de milieux défavorisés, un mec qui vient d'Afrique, un mec qui vient de favorisés, qui a voyagé dans tout le monde. Ils vont avoir des façons de penser différentes. Ce qui fait que si on a 10 personnes dans l'équipe qui ont fait son école à Montpellier, à Epitech, et derrière il y a une personne qui vient d'Afrique, par exemple, je ne sais rien, ça va favoriser l'innovation et l'agilité dans toute l'équipe. Et ce qui est assez hallucinant aussi, il suffit qu'il y ait une personne qui soit un peu différente du groupe, du coup peut-être une femme par exemple, il suffit d'une personne pour que toute l'équipe innove plus. Voilà. En plus de ça, le fait d'avoir une équipe plus diverse, on va avoir plus de possibilités pour résoudre un problème, plus de possibilités de perspective, plus de prise de décision, plus de décisions possibles. C'est vraiment un éventail qui est vraiment super large. Ça va aussi éviter de faire beaucoup d'erreurs. Il y avait un Google qui avait dit, ils ont sorti Google Calendar il y a plusieurs années. Et quand ils ont sorti Google Calendar, apparemment ils ont oublié une grosse feature. Je crois que c'était les fuseaux horaires par exemple, ou tout le style. Et en fait ils l'ont sorti, ils se disent mais les mecs ils ont pété un câble quoi. Du coup ils ont redéveloppé pendant 6 mois leur produit pour ressortir Google Calendar avec les bonnes features qui allaient bien parce qu'ils avaient une équipe qui n'était pas assez diverse, qui n'avait pas pensé à ça. Enfin c'est dommage quoi. Ils ont fait peut-être 200 personnes pour gagner 6 mois de développement. Le dernier point c'est au niveau du recrutement et la rétention d'un nouveau recruteur. Bon ça c'est plus RH mais
En gros, de manière générale, du coup, c'est plus facile de recruter une personne si l'équipe est diverse et de la garder dans l'entreprise si l'équipe est diverse. C'est bon à savoir. Je vous enverrai toutes les slides ce soir ou demain matin. Avec les sources qu'il y a, c'est une partie des sources qui renvoie vers d'autres sources à l'intérieur, donc n'hésitez pas à les voir. Le deuxième lien, c'est le lien YouTube de la presse que Google Ventures a fait ses investisseurs, je crois, qui est vraiment super intéressante. Il y a le test que je vous ai fait tout à l'heure, et il y a d'autres exercices à la fin. Ça vaut vraiment le coup si vous avez envie de voir. Et n'hésitez pas à partager quand vous en parlez autour de vous sur ce choses-là, de les mettre au courant. Rien que le fait d'être au courant qu'on a des biais cognitifs, ça permet d'y penser et d'essayer de se corriger, quoi.